20 000 joules. C'est l'énergie d'une dalle de béton chutant du 3e étage. Une force brute concentrée dans un cylindre de métal. La physique impose une limite. Aucun homme ne peut tirer une telle charge à l'épaule sans risquer la mort. Pourtant, le fusil Barrett existe au mépris de ces lois. Le secret réside dans le calibre 12,7 par 99 mm. Standard OTAN, un projectile de 650 grains. Comparez les chiffres. Une munition standard de 5,56 mm pèse 12 fois moins. Le contraste est violent. Là où un fusil classique dégage 3000 pieds-livres d'énergie, ce monstre en génère 15 000. C'est 5 fois la puissance du 30-06 Springfield. L'objectif n'est pas le corps humain. La cible est matérielle. On parle de perforer des blocs moteurs, de déchirer le fuselage d'un avion ou de briser le béton armé. Pour comprendre l'origine de cette force, il faut remonter à 1917. Les premiers chars apparaissent sur le champ de bataille. Le blindage change la guerre. Les balles standards deviennent inutiles contre l'acier. John Browning observe les limites de son fusil mitrailleur M1917. Il utilise le calibre 30-06, trop faible. Browning décide de changer d'échelle. Sur son plan de travail, les schémas techniques se multiplient. Les traces d'huile marquent le papier épais. Il ne crée pas un fusil. Il agrandit une mécanique de mort. Comment transformer une arme d'infanterie en destructeur de blindés? Browning multiplie les dimensions par 2. Le résultat est massif. C'est la naissance du point 50 BMG. En 1921, l'armée adopte le M2 Browning. Surnom Madeus. Poids de la bête 38 kg. Cadence 600 coups par minute. Cette technologie traverse un siècle sans prendre une ride. Mais pendant 50 ans, personne n'envisage de transformer ce monstre de fer en arme portative. L'idée de tirer cette munition depuis l'épaule reste une impossibilité technique. Le monde militaire se contente du tir automatique sur trépied, tandis que les ingénieurs redoutaient le recul. Un marine au Vietnam a résolu le problème avec de l'adhésif et une lunette. 1967. Le sergent d'artillerie Carlos Adcock installe une optique Unertel 8 fois sur une mitrailleuse Browning M2. Pourquoi un photographe sans formation a-t-il résolu un problème ignoré par les géants de l'armement? L'absence de peur des règles. Adcock repère un guérillero Viet Cong. L'homme pousse un vélo chargé de munitions. La distance est de 2400 yards, soit 2200 mètres. Adcock presse la détente. Le premier projectile percute le cadre du vélo. Le bruit du métal contre le métal déchire la jungle. La cible se redresse. La seconde balle frappe l'homme en pleine poitrine. 2400 yards. Ce record tiendra 35 ans. Adcock a prouvé la précision chirurgicale du calibre 50. Mais la démonstration a un prix physique. La M2 pèse 84 livres. 38 kg. C'est le poids total de l'équipement d'un fantassin moderne, concentré dans une seule arme. Personne ne peut porter une telle masse en courant sous le feu. 15 ans plus tard, Ronnie Barrett est photographe professionnel. Il n'a aucun diplôme d'ingénieur. Il aime les armes, rien de plus. Un appel l'envoie sur le lac Percy Priest pour un shooting promotionnel. L'objet, un prototype de patrouilleur fluvial. Sur le pont, Barrett voit 2 mitrailleuses M2. L'idée germe. Il veut une version portative. Un ami le défie. Le vrai défi n'est pas un verrou manuel, mais le semi-automatique. Barrett accepte. Il dessine ses plans à la main sur du papier journal. Les ateliers d'usinage locaux se moquent de lui. Ils lui disent que si l'idée était bonne, des gens plus intelligents l'auraient déjà fait. Barrett ignore les experts. Dans un garage, il s'entoure de quelques techniciens. Ils usinent des blocs d'acier massif. Le son du métal qui frotte le métal sature la pièce. Après 4 mois de travail manuel, la carcasse prend forme. Le prototype pèse 50 livres. Il s'enraye sans cesse. Lors du premier essai, le mécanisme se verrouille, puis le percuteur frappe l'amorce. Le premier coup de feu a retenti. Le prototype de Barrett ne se contentait pas de tirer. Il contournait la 3e loi de Newton. Le secret réside dans le principe du court recul du canon. Au moment de la mise à feu, le canon et la culasse restent solidaires. Ils reculent ensemble sur une distance d'environ 1 pouce. Ce mouvement absorbe l'énergie initiale du choc. Un levier accélérateur entre alors en jeu. Il transfère l'énergie cinétique du canon vers la culasse. La culasse se déverrouille via une rampe de came courbe. Elle éjecte l'étui vide. Elle chambre une nouvelle cartouche de 12 mm 7 depuis le chargeur en acier de 10 coups. Tout se passe en une fraction de seconde. Comment éviter que l'épaule du tireur ne vole en éclats?
L'analyse technique montre une réduction du recul de 70%. C'est la transformation d'un coup de masse en une simple poussée ferme. Le poids de l'arme et des ressorts tampons font le reste. Le choc ressenti devient comparable à celui d'un fusil de chasse de calibre 12. Le frein de bouche à double chambre termine le travail. Les gaz de combustion s'échappent violemment vers la gauche et la droite. Ils ne poussent plus vers l'arrière. La victoire technique était totale, mais Barrett faisait face à un mur de scepticisme. 1982. L'ingénierie triomphe de la physique, mais s'écrase contre les chiffres. La victoire technique cache un désastre financier. Le projet M82 est un gouffre. 30 fusils sortent de l'atelier en 9 mois. 30 unités seulement. C'est moins que la production journalière d'une usine d'armement standard. Barrett dépense 8 000 $ pour fabriquer une seule pièce. Il la vend 2 300 $. 8 000 $ de coût, 2 300 $ de prix de vente. L'entreprise coule. La deuxième série ne sauve rien. Le prix grimpe à 3 700 $, mais les pertes s'accumulent. Barrett finance sa propre faillite. Le profit n'apparaît qu'à la troisième rotation, grâce à une optimisation forcée des processus. Le salut ne vient pas du marché civil. Il vient d'une annonce dans le magazine Shotgun News. La CIA repère l'arme. L'agence cherche un outil pour les moudjahidines afghans face à l'occupation soviétique. Le contrat est secret. Les dossiers restent fermés. Mais sur le terrain, l'effet est immédiat. Le M82 ne vise pas les hommes, il vise les machines. Dans les montagnes, les hélicoptères russes tombent. L'arme définit sa doctrine, le tir antimatériel. La CIA passe commande pour équiper les guérillas. Les livraisons clandestines dans les montagnes afghanes laissent place au contrat officiel sous le soleil du Koweït. 2 août 1990, l'Irak envahit son voisin. Le corps des Marines des États-Unis réagit. Il commande 125 fusils M82A1. L'usine Barrett n'est encore qu'une petite structure. 10 employés travaillent dans un bâtiment derrière la maison familiale. Ils opèrent jour et nuit. Le rythme est industriel, la précision artisanale. Ils livrent les armes juste avant le lancement de l'opération Tempête du désert. Le terrain confirme la théorie technique. À 2000 yards, le Barrett remplace les missiles anti-chars et les canons lourds Bushmaster. Les Marines ciblent les véhicules de transport de troupes BMP. Une balle de calibre 50 traverse le blindage léger. Le véhicule s'arrête net. Les forces norvégiennes testent une autre application balistique. Ils utilisent le fusil pour le déminage à distance. La munition traite les munitions non explosées sans risque pour les démineurs. Le choc cinétique suffit. Un seul impact fait détonner des obus d'obusier de 155 mm. Pour détruire un blindage à 1800 mètres, le plomb ne suffit plus. Pourquoi la balle contient-elle 3 explosifs différents? La réponse réside dans la chimie. Le marquage vert avec un anneau gris en pointe est un indicateur de mort. C'est la signature de la Raufoss Mark 211. Un micro-obus de calibre 50 conçu en Norvège. Ce n'est plus une balle, c'est un système d'armement complexe. Sa mécanique interne suit une séquence précise. Premier temps, l'impact. Le noyau en carbure de tungstène percute la cible. Il brise l'acier. Deuxième temps, la pénétration. Le projectile s'enfonce de 30 à 40 cm à l'intérieur de la structure. Troisième temps, la réaction. La poudre de zirconium s'enflamme pour créer un effet incendiaire. Quatrième temps, la détonation. Une charge de RDX explose. Le résultat est chirurgical. À 1000 mètres de distance, la munition traverse 11 mm de blindage homogène laminé. Elle pénètre, puis elle pulvérise tout ce qui se trouve derrière la paroi. À cette époque, un seul de ces tirs coûte entre 75 et 100 $. Quand le noyau de tungstène frappe une cage thoracique, la physique s'efface devant la biologie. La balle de calibre 50 BMG ne se contente pas de traverser, elle déplace la matière. À l'impact, les tissus se compriment sous la pression puis explosent vers l'extérieur. L'orifice de sortie atteint la taille d'un pamplemousse, parfois plus. On peut y passer un poing entier. À cette distance, les protections individuelles deviennent invisibles. Les plaques de niveau 4 arrêtent le calibre 30-06 perforant. Face aux 50 BMG, elles se déchirent comme du papier. Comment stopper une telle énergie? L'industrie crée des plaques en céramique spécifiques pour les pilotes d'hélicoptères. Elles mesurent plus d'1 pouce d'épaisseur. Elles pèsent 10 livres l'unité. Pour un fantassin, c'est un fardeau mortel. Même si le blindage bloque le projectile, le choc tue.
L'onde de transfert brise les côtes, écrase les organes et rompt les vaisseaux sanguins. Le corps humain n'est pas conçu pour absorber ce marteau pneumatique. Après l'Irak, le corps des Marines commande 400 fusils supplémentaires. Barrett écoute le terrain. L'arme doit muter. Les ingénieurs optimisent la mécanique pour les munitions incendiaires perforantes Raufoss. À l'été 2002, l'armée de terre américaine officialise l'adoption. Le nom de code change, M107. C'est désormais le fusil de précision à longue portée standard. La version A1 suit rapidement. L'acier cède sa place au titane. Un frein de bouche pour silencieux et un tampon hydraulique complètent l'ensemble. La masse totale descend à 27 livres. Alors que le Pentagone analysait les succès de l'opération Tempête du désert, cette même puissance de feu commençait à abattre des hélicoptères de police au Mexique. Le transfert de technologie vers le crime organisé a suivi une route simple. Aux États-Unis, le Barrett M82 est légal. 8 000 à 10 000 $ suffisent pour acquérir cette pièce d'artillerie portable. Comment un actif militaire finit-il dans le Sinaloa? La méthode est primitive, une identité propre et 10 000 $. Les cartels utilisent le straw purchasing. Ils recrutent des citoyens américains sans casier judiciaire. Ces prête-noms achètent l'arme légalement chez un armurier agréé. Ensuite, le fusil traverse la frontière, souvent démonté. Les numéros de série disparaissent sous la lime. Les acheteurs initiaux déclarent simplement un vol. Le déséquilibre tactique devient total. Les gilets pare-balles de la police ne sont que des feuilles de papier face au calibre 50 BMG. Là où un blindage standard protège contre les munitions de poing, la balle de 12,7 mm agit comme un marteau-pilon. Elle traverse le Kevlar, le moteur et les parois des véhicules de transport. Le prix d'un fusil sur le marché noir représente à peine 2 heures de revenus pour un point de vente de drogue. La logistique suit la rentabilité. Les sicarios ont utilisé ces armes pour tendre des embuscades à des convois et assassiner des hauts fonctionnaires. L'armée reste la seule force capable de répondre. Cette puissance est devenue un pilier de la culture locale. Une formation musicale mexicaine a même pris le nom de Calibre 50. Les cartels traquent cette puissance pour une raison précise. En avril 2004, le sergent Steve Reichert prouve en Irak que le Barrett ignore la notion d'abri. L'objectif est à 1600 mètres. Reichert est posté sur un réservoir de pétrole abandonné. Dans son optique, il repère un piège, un engin explosif caché dans la carcasse d'un animal mort. L'odeur de décomposition attire moins l'attention que du métal nu. Une équipe de déminage approche. L'embuscade éclate. Les insurgés ouvrent le feu aux lance-roquettes et à la mitrailleuse. Reichert ajuste son tir. La première balle rate. Il corrige la dérive, compense l'élévation. Le second projectile frappe. La cible s'effondre. 3 combattants tentent de fuir derrière un bâtiment. Ils grimpent un escalier, protégés par un mur de briques épais. Pour un calibre standard, ils sont invisibles. Pour une munition Raufoss, le mur n'existe pas. Reichert tire à l'aveugle, là où il estime leur position. Le mur explose en fragments. Une poussière grise envahit l'air. Derrière la brique, une buée rouge s'élève. La balle de 12 mm 7 a traversé l'obstacle avant de se fragmenter. Pour ce projectile, une paroi de briques n'est pas une protection. C'est un simple retardateur de trajectoire. En 13 heures, Reichert élimine 9 insurgés, dont plusieurs abattus à travers les murs. L'efficacité du système dépasse les réglages d'usine. Janvier 2008, Afghanistan. Le spécialiste Nicolas Ronstad est réveillé par son observateur au point de contrôle Delta. 4 talibans sont en mouvement à 2100 mètres. La distance dépasse les limites physiques de sa lunette de visée. Ronstad doit viser dans le vide, bien au-dessus des cibles, pour compenser la chute balistique. Un combattant sort de son abri. Ronstad presse la détente. La balle parcourt plus de 2 km avant l'impact. C'est le tir mortel le plus long enregistré par l'armée américaine en Afghanistan. Pour ses faits d'armes, Steve Reichert reçoit la Bronze Star. Tandis que Reichert perçait les murs en Irak, les groupes australiens en Afghanistan poussaient la balistique aux limites de la physique. Avril 2012, province de Helmand. 2 équipes de tireurs d'élite du 2e régiment de commando ciblent un chef taliban. La distance est de 2815 mètres. À cette portée, la gravité et le vent deviennent des ennemis majeurs. La balle voyage pendant 6 secondes avant l'impact. Les 3 observateurs confirment le coup au but. Personne ne sait quel tireur a pressé la détente en premier.
La technologie GPS valide le record. Jusqu'en 2017, ce tir restera le plus long de l'histoire. Mais la précision ne suffit pas sans fiabilité. Don Cook, vétéran des Marines, travaille au service client chez Barrett. Son téléphone sonne. Au bout du fil, une unité en plein combat en Afghanistan. Le son est saturé, la voix du soldat est déformée. Derrière lui, le vacarme des rafales automatiques déchire la liaison. Leur M107 est enrayé. La veille, lors du nettoyage, les hommes ont tordu par accident les ergots du boîtier inférieur. L'arme est morte. Le combat continue. À des milliers de kilomètres, Cook pose son diagnostic. Il n'a pas besoin de voir le fusil. Il ordonne aux soldats d'utiliser la base du porte-culasse comme levier. Il force sur le métal. Les ergots retrouvent leur place. En quelques minutes, le Barrett tonne à nouveau. Les Marines remercient brièvement et reprennent le feu. Des années plus tard, Don Cook s'en souvient encore comme du moment le plus intense de sa vie. 10 milliards de dollars. C'est le montant réclamé par le gouvernement mexicain en 2021. Une plainte au civil contre 10 fabricants d'armes américains. Barrett Firearms est en première ligne. Le motif ? Ces fusils de calibre 50 sont devenus l'outil favori des cartels. Mexico affirme que l'entreprise sait. Elle sait que ses distributeurs vendent ses armes de guerre aux trafiquants. 10 milliards. C'est plus que le budget annuel de la défense de nombreux pays où ce fusil est en service. En 2022, un juge de district rejette l'affaire. Le procès s'arrête. Les fusils, eux, restent sur le terrain. Le Pentagone change de doctrine. L'armée américaine abandonne le 50 BMG pour les tirs de précision. Elle adopte le MK22, un fusil multicalibre chambre en 338 Norma Magnum. Le concepteur s'appelle Chris Barrett. C'est le fils de Ronnie. Ils deviennent le premier duo père-fils de l'histoire à voir leurs créations respectives adoptées officiellement par l'armée des États-Unis. Le MK22 remplace le M107 chez les tireurs d'élite. Le calibre 50 retrouve son rôle d'origine, détruire du matériel, pas des hommes. La guerre est aussi juridique. En 2004, la Californie interdit le calibre 50 BMG. La réponse de Barrett est immédiate. L'entreprise cesse toute vente et toute maintenance pour les agences gouvernementales californiennes. Puis, elle contourne la loi. Barrett crée une nouvelle munition, le .416 Barrett. Une douille de 50 BMG rétrécie au collet, un projectile légèrement plus petit, des performances balistiques identiques. Le fusil reste le même, la loi devient obsolète. Barrett a créé un calibre uniquement pour briser un interdit.